À première vue, ce vol n'avait rien d'exceptionnel. Un jet d'affaires, un matin d'hiver, un plan de vol familier, des passagers qui se connaissent, un pilote expérimenté et une trajectoire déjà empruntée à de nombreuses reprises. Pourtant, en moins de 4 minutes, cette routine apparente s'est transformée en un enchaînement brutal d'événements irréversibles. Ce qui s'est joué ce matin-là ne relève pas d'un simple accident, mais d'un engrenage implacable, où chaque seconde a compté, où chaque choix a été dicté par l'urgence et où le ciel n'a laissé aucune marge d'erreur. Le décollage a lieu peu après 10 heures depuis l'aéroport régional de Statesville, en Caroline du Nord. L'appareil est un Cessna Citation II, un jet léger conçu à la fin des années 70, robuste, largement éprouvé, mais issu d'une génération où la fiabilité dépend autant de la conception que de la rigueur de maintenance. À bord, 7 personnes, des proches, une famille, des amis et un pilote chevronné qui connaît bien cette machine. La destination finale est la Floride, avant une extension vers les Bahamas. Rien ne presse, rien n'alerte, en apparence. Dès la rotation, quelque chose change. Ce n'est pas un événement spectaculaire, pas une explosion, pas une alarme clairement audible depuis l'extérieur. C'est plus subtil. La montée est anormalement courte. L'avion prend de l'altitude, mais sans conviction. Puis, presque aussitôt, il cesse de s'éloigner. Au lieu de poursuivre vers le sud, le jet amorce un virage serré, un demi-tour, un choix lourd de sens. En aviation, faire demi-tour, juste après le décollage, est l'un des signaux les plus graves qui soignent. Cela signifie que continuer droit devant est devenu plus dangereux que revenir vers le point de départ. Et à basse altitude, ce genre de décision n'est jamais prise à la légère. Les données de suivi radar racontent alors une histoire bien différente de celle d'un retour maîtrisé. L'avion ne suit pas une trajectoire fluide, il oscille, il monte, puis descend brutalement. Les variations de taux de montée sont extrêmes, incompatibles avec un vol stable. À certains instants, l'appareil grimpe comme s'il tentait désespérément de regagner de la hauteur. L'instant d'après, il perd cette altitude presque aussi vite qu'il l'a gagnée. Ces mouvements traduisent une lutte contre une perte de performance, contre une asymétrie de puissance ou contre une dégradation sévère de la portance. Pendant ce temps, au sol, les témoins commencent à lever les yeux. À proximité d'un terrain de golf jouxtant l'aéroport, plusieurs personnes observent le jet passer anormalement bas, trop bas, bien en dessous de ce qu'on attend d'un avion en procédure d'urgence. Le bruit est inhabituel. Le profil ne ressemble pas à un circuit d'atterrissage classique. L'avion semble lourd, comme s'il peinait à rester en l'air. Puis en quelques secondes, tout bascule. Le nez s'enfonce, l'impact est violent. L'appareil traverse une route, déchire une clôture et explose dans une boule de feu à quelques centaines de mètres de la piste qu'il tentait de rejoindre. Il n'y aura aucun survivant. Pour comprendre comment une situation peut dégénérer aussi vite, il faut se placer dans le cockpit, imaginer ce que le pilote voit, ce qu'il ressent, et surtout ce qu'il doit gérer simultanément. Une possible panne moteur, après le décollage, est l'un des scénarios les plus redoutés en aviation. À ce moment précis, l'avion est lourd, lent, proche du sol et privé de toute réserve d'énergie. Chaque action doit être immédiate, précise et exécutée sans hésitation. Mais ici, un facteur supplémentaire s'invite dans l'équation, la météo. Au moment du décollage, les conditions sont encore officiellement acceptables. La visibilité permet un vol à vue. Les nuages sont présents, mais pas encore oppressants. Pourtant, cette fenêtre est en train de se refermer. En moins d'une demi-heure, la région est envahie par la brume, la pluie et un plafond nuageux de plus en plus bas. Ce que le pilote perçoit devant lui n'est peut-être déjà plus ce que les instruments annonçaient quelques minutes plus tôt. Le contraste disparaît, l'horizon se dissout, et quand les repères visuels s'effacent, le cerveau humain devient un ennemi redoutable. Sous stress intense, même les pilotes expérimentés peuvent être victimes de désorientation spatiale. Le corps envoie de faux signaux. Une sensation de montée peut masquer une descente réelle.
Un virage peut sembler stabilisé alors qu'il s'accentue. Les corrections deviennent excessives et à basse altitude, ces illusions ne pardonnent pas. Chaque degré d'inclinaison supplémentaire augmente la vitesse de décrochage. Chaque seconde, passée sans altitude, réduit les options. C'est dans ce contexte que le pilote tente ce que beaucoup appellent le virage impossible. Revenir vers la piste après une panne, peu après le décollage. Une manœuvre enseignée, mais aussi redoutée. Sur le papier, elle est parfois réalisable. En réalité, elle exige une hauteur minimale, une vitesse parfaitement maîtrisée et un avion en état de répondre instantanément aux commandes. Ici, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'avion évolue à quelques centaines de pieds sur du sol, à une vitesse élevée, avec des variations verticales extrêmes. La marge est inexistante. Un autre élément pèse lourdement, la charge mentale. Si l'appareil était exploité avec un seul pilote, alors cet homme devait à la fois diagnostiquer une panne, piloter manuellement un jet instable, surveiller ses paramètres, communiquer, naviguer et prendre des décisions vitales en temps réel. Tout cela en moins de 4 minutes. Aucun entraînement, aucune expérience ne peut complètement préparer à une telle accumulation de facteurs. Les conséquences humaines sont dévastatrices. 7 vies fauchées en quelques secondes. Des parents, des enfants, des amis, liés par la confiance qu'on accorde à un vol privé, à un pilote qu'on connaît, à une machine qu'on pense fiable. Parmi eux, une figure bien connue du sport automobile américain, dont la carrière avait marqué toute une génération de fans. Mais au-delà de la notoriété, c'est surtout l'histoire personnelle qui frappe. Celle d'un homme qui, après les circuits, avait mis son avion au service des autres, participant à des missions de secours, livrant des vivres, volant là où peu osait s'aventurer. Une ironie tragique pour quelqu'un qui avait sauvé tant de vies depuis le ciel. L'enquête officielle prendra du temps, des mois, peut-être des années. Les enquêteurs analyseront les moteurs, les commandes de vol, les enregistrements, la maintenance, la météo minute par minute. Ils tenteront de déterminer s'il y a eu une panne franche, une dégradation progressive ou une combinaison sournoise de petits problèmes devenus ingérables ensemble. Mais quelle que soit la conclusion technique, une chose est déjà claire. Ce drame n'est pas le fruit d'une seule erreur. C'est la convergence de facteurs. Un avion ancien mais opérationnel. Une météo qui se referme plus vite que prévu. Une défaillance possible au pire moment. Une décision prise sous une pression extrême. Et surtout, le manque cruel d'altitude et de temps pour corriger quoi que ce soit. Ce vol rappelle une vérité fondamentale de l'aviation. Le ciel ne pardonne pas les marges inexistantes. Tant que tout fonctionne, la routine rassure. Mais lorsque plusieurs éléments se dérèglent simultanément, même les meilleurs se retrouvent démunis. Ce n'est pas une histoire de compétence ou de courage. C'est une histoire de physique, de limites humaines et de secondes qui s'échappent. Et parfois il suffit de moins de 4 minutes pour que tout bascule.